Est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine? Mia, non! Non! Mia! Ah, mais ça, tu vois, là, ça, c'est les jeunes d'aujourd'hui, ils sont clivants. Ils veulent créer le bazar. Elle est clivante, Mia. Mia, écoute, appelle ça chocolatine ou pain au chocolat si tu veux. Moi, je préfère les croissants. On appelle ça ne pas se mouiller. Et non, et en réalité, je suis fervente militante, n'en déplaise à certaines personnes. C'est un podcast qui dénonce. La Quinterview. Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est? C'est toujours un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature plus l'infini et au-delà. Ici on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la Quinterview, j'ai décidé d'inviter une artiste qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et attention à tout ce qui dépasse. Et pourtant, elle est originaire de Tours. Elle a grandi dans une boulangerie, fan de Friends, des Razmoquettes. Elle a même participé à Tout le monde veut prendre sa place. Non, ouais, ça dépasse. Mais là, vous vous dites, mais attends, mais c'est pas une intro, c'est une page profil sur un site de rencontre. Bienvenue pour ta Quinterview, Angélique Castratrice. Merci, Bip. Merci à toi de me recevoir chez toi avec Damas qui fait des choses pas très nettes. Elle est en train de tétouiller sa peluche de chaton parce que c'est un truc de petits chiens qui n'ont pas bien été sevrés. D'accord. Mais je la nourris d'amour maintenant, alors ça va. Est-ce que tu es prête pour ta Quinterview? Et d'ailleurs, avant de commencer, quels sont tes pronoms? Mes pronoms, c'est elle, in, out of drag, le jour, la nuit, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Donc tu es prête? Je suis prête. Formidable. Eh bien, on va commencer par le début. Où est-ce que tu as grandi et d'où est-ce que tu es originaire? Je suis née à Tours, born and raised, et j'en suis partie à 17 ans, 3/4, on va dire. Donc ouais, non, j'ai passé toute ma jeunesse d'enfance, adolescence à Tours, les châteaux de la Loire, tout ça. Très Château de la Loire? Non, pas très château de la Loire. Quand tu vis et que tu grandis à Tours, on t'impose une visite de Château de la Loire tous les ans. Pas les parents, l'école. Donc t'as encore moins envie d'y aller. Donc à la limite, aujourd'hui, j'ai envie de les visiter, mais à l'époque, non, merci. Et alors, comment c'était de grandir là-bas Tours, c'est sympa comme ville. C'est ni trop grand, ni trop petit. C'était, en tout cas, à l'époque, plutôt safe, tu vois, genre de... on est dans les années 90, hein, donc dans les années 90, à 6 ans, les enfants, ils vont tout seuls à l'école à pied, si c'est à moins de 5 minutes de chez eux, parce que de toute façon, c'est relativement safe. Et moi, en plus, mes parents, ils étaient commerçants, donc si tu veux, le trajet était borné tout seul par les commerçants autour. Hein. Je pense que je me serais pas écartée d'un périmètre de plus de 150 mètres autour de là. Mais alors, tes parents, ils faisaient quoi dans la vie? Parce que tu dis qu'ils étaient commerçants, mais c'était quoi leur métier? C'était boulanger. Ils ont été boulangers pendant 35 ans, 27, 18, 35 ans, un truc comme ça. Ils ont eu deux boutiques différentes, mais ouais, moi, je les ai toujours connus, artisans boulangers, jusqu'à... il y a 7 ans de ça, quasiment, où ils ont tout arrêté. Mais ouais, donc je suis une enfant de boulangerie, une enfant de boulanger, littéralement. Ma mère a accouché, 5 jours plus tard, elle reprenait le travail, parce que être à son compte, c'est génial. Et donc, à 5 ans, j'ai été posée sur un congélateur entre le fournil et la boutique, afin d'avoir toujours des yeux qui me surveillent. Et alors, comment c'est de grandir justement dans un commerce de proximité et comment c'est de grandir dans une boulangerie? Tu grandis avec des parents qui travaillent beaucoup. Et du coup, pour passer du temps avec eux, t'es beaucoup aussi dans la boulangerie parce que c'est ton environnement, quoi. J'imagine que quand t'as des parents qui ont des métiers de bureau lambda, tu les as à la maison. Moi, je les avais à ma maison, mais ma maison, c'était la boulangerie. Alors du coup, je passais mon temps à la boulangerie. Et du coup, ouais, tu connais les clients, ils te connaissent. T'appartiens un peu aux clients aussi, que tu le veuilles ou non. Hein. C'est vrai? Ouais, mais les clients, c'est des dingueries. Enfin, tu sais, moi, ça, je l'ai un peu moins eu, mais ma frangine, elle avait déjà eu des trucs du style, genre... vu qu'on habitait à côté de l'école où on était scolarisés, elle rentrait à la maison, ma mère savait déjà la note que ma sœur avait eue en maths, tu vois, parce que la prof de maths était passée, et elle avait fait « Ah ouais, elle a eu 15, ouh !» Donc interdiction, on peut pas mentir. On peut pas mentir. Bah non, t'es vu et t'es reconnu dans la rue.
Et même bien plus tard, je pense que je devais avoir, je sais pas, 19-20 ans. J'habitais déjà plus chez mes parents et j'étais allée à la poste dans la ville juste à côté de Tours où mes parents étaient ensuite. Et j'avais, la carte prioritaire pro à la poste pour aller, poster des factures de ma mère, je sais pas, whatever. Et le mec, en soi, il avait pas mon nom, rien. Et puis il me dit, bon, bah, vous direz bonjour à votre maman, hein. Et j'étais genre, mais d'où tu sais qui je suis? Enfin, il paraît que je ressemble beaucoup à ma mère. Donc, je suppose que c'était un peu ça. Peut-être qu'il a vu mon nom de famille, mais j'étais genre, ah oui, donc en fait, famous people, figure locale de la vie tourangéloise. Non, tourangéloise, n'importe quoi, tourangelle. On invente carrément, tourangéloise. Non, mais il faut inventer aussi. Ouais, bien sûr. On a le droit de propager les fake news. Oui, je me réapproprie mon identité de tourangelle. N'importe quoi. Et alors, tu disais que ton chemin était borné, c'est-à-dire que quand tu allais quelque part, globalement... sur le trajet, tu avais tous les autres commerçants et tout ça, donc je pense que, je sais pas, s'ils m'avaient vu avec quelqu'un de chelou, tu vois, il y aurait eu un peu l'alerte générale des 3 rues qui séparaient la pâtisserie et l'école, tu vois, mais donc ce qui rendait le quartier aussi plutôt safe de ce regard-là, et je pense que c'est pour ça aussi que je pouvais aller à l'école toute seule à pied et que c'était ok, tu vois. Et est-ce que toi, dans ton ressenti, dans ta manière de travailler là-bas et de voir aussi tes parents travailler, leurs clients, est-ce que la boulangerie, c'est plus qu'un commerce ? Ah ouais, moi, la boulangerie, je dis tout le temps que c'est mon premier métier. C'est mon premier métier qui n'est pas écrit sur mon CV, qui était écrit quand je cherchais des jobs d'étudiant, mais ouais, ça a été mon premier métier. Enfin, quand tu grandis avec des parents commerçants, et surtout quand c'est dans des commerces d'alimentaire, t'es vite fait rendu derrière le comptoir et puis tu donnes un coup de main. Enfin, moi, quand j'étais ado, tu vois, on habitait juste au-dessus de la pâtisserie. Si le dimanche matin, je descendais dire bonjour et qu'en fait, je me rendais compte qu'il y avait la queue sur le trottoir, tu te poses même pas la question, t'attrapes un tablier et puis tu passes derrière le comptoir et c'est parti, t'encaisses, tu vas servir et tout ça. Et puis, enfin, ça se fait de façon naturelle. Moi, j'avais toujours ces discussions vachement en décalage avec, tu vois, des potes de collège, lycée qui me disaient « Mais tes parents, ils te payent ?» Et t'es genre... Bah non, mais pourquoi il me paierait ? Enfin, en fait, je suis chez moi. Enfin, j'aide la maison. Enfin, pour moi, c'est l'équivalent de débarrasser la table que de dire t'enfiles un tablier et tu viens servir le prochain client parce que c'est tes parents et qu'un commerce familial, je fais partie de la famille. Donc, du coup, que je le veuille ou non, ça devient un peu ton commerce aussi, quoi. Tu le défends de la même façon. Donc, Et le lien social aussi avec les clients, il y a un truc où justement on vient prendre des nouvelles, ou est-ce que c'est juste on vient chercher son pain bêtement ? De toute façon, tu sais, genre, on est les premiers à dire genre ma boulangère, mon coiffeur, tu vois, genre quand t'es dans ces métiers-là, t'appartiens aux gens, tu vois. Et donc oui, mais moi je me souviens, tu vois, il y avait des petites mamies, elles prenaient une demi-baguette le matin et une demi-baguette l'après-midi, et ça leur faisait genre 2 sorties sur la journée, et du coup 2 fois plus de contact avec des gens et tout. Et moi, la deuxième boulangerie qu'ils ont eu, mes parents, ils avaient fait une pause entre les deux, et quand ils ont pris une autre boulangerie, moi j'avais, je pense, 11-12 ans, un truc comme ça, et donc là j'étais vraiment genre ado, et les clients ils me connaissaient vraiment, et ils m'ont vu grandir jusqu'à temps que je parte, et quand je revenais, c'était un peu t'es de retour et tout ça, et donc il y avait vraiment ce lien là. Il y avait 1 ou 2 clients des fois qui m'offraient des cadeaux, mais parce que je pense qu'ils me voyaient plus que leurs petits-enfants, tu vois. Donc, quand c'était mon anniversaire, ils m'offraient genre une petite connerie, tu vois, une babiole. Et quelque part, tu te dis, putain, ça fait mal au cœur de te dire que genre, ils ressentent plus de proximité avec moi, qui suis la fille de la boulangère, qu'avec leur propre famille. Mais ouais, c'est ça, c'est la réalité du truc. Et puis, quand t'es dans le quartier, tu dis bonjour aux clients quand tu les croises dans la rue, parce que aussi, faut être aimable et faire bonne figure et tout ça, quoi. Donc, Et tu as grandi dans quel univers culturel autour de toi ? Qu'est-ce qu'on regardait ? Qu'est-ce qu'on écoutait à la boulangerie ou à l'étage dans la boulangerie ? Moi, je suis une enfant de la télé. Je suis une enfant de la télé parce que ma nounou, ça a été la télé, tu vois. Genre, mes parents, ils étaient genre juste en dessous à la boulangerie, donc ils étaient là s'il y avait besoin. Mais ma frangine et moi, on s'est gardés toutes seules devant la télé. Donc, je suis la définition de une enfant de la télé, de tous les jeux télé, de la radio quand... Je cite des choses. Tu veux que je droppe des noms ? Oui. Non, mais quand j'étais vraiment petite, c'était genre le Big Deal, le Juste Prix et tutti quanti, tu vois. T'es contente du retour du Big Deal ? Il y a le retour du Big Deal. J'ai plus la télé maintenant, c'est un point. Il y a le retour du Big Deal sur RMC Story, je crois. Mais il y a Bill. Avec Bill du Big Deal. Mais il n'y a plus Vincent Lagaffe. Et Vincent Lagaffe du Big Deal. Mais
Les deux du Big Deal. Mais il est en déambulateur, Vincent Lagaffe? Non, il est Vincent, toujours là. Comme si c'était mon pote. Vince. Vinsou. Il a un petit déambulateur, Vinsou. Ouais, il y a le retour du Big Deal. Slay, pourquoi pas? Après, tu vois, je suis un peu genre... la Reine des Neiges le dit, le passé est passé, tu vois. Il y a des choses, il faut les laisser dans le passé. Donc, Big Deal, Laura l'appel ou pas Laura l'appel? Non, ça, c'était pas juste trop. avant le non, Big non. Deal. Non, RTL 9, ça va se savoir. Ah là là, avec... Ouais. Comment il s'appelait? Et ça va se savoir. Comment il s'appelait? Attends, je vais retrouver son nom. J'adorais. Ah bah, c'était le J'adorais. Jerry Springer Show à la française, quoi. Simon Monceau. Simon Monceau. Eh bah, Ouais. écoute, je suis pas sûre d'avoir su cette information un jour dans ma vie. Simon Monceau, ça va se savoir. C'était incroyable. Donc, t'expliques un peu ce que c'était, le Jerry Springer Show? Ouais, le Jerry Springer Show, c'était une émission 100% scénarisée où c'était des trucs... Mais alors, c'était pas dit que c'était scénarisé. Non, c'était pas dit que c'était scénarisé. En fait, ça a c'était été dit, je crois, dans le générique à la fin, genre fallait faire pause et lire, mais on pouvait pas faire pause à la télé. Mais c'était genre des couples qui venaient, genre une meuf qui était invitée en plateau, et puis le présentateur Jerry Springer lui disait bonjour Alicia, on vous a fait venir parce qu'en fait votre mari a un truc à vous dire. Et là le mari il rentre en plateau et les sièges ils sont vraiment genre alignés tous côte à côte. Et puis le mari il fait oui Alicia, en fait ça fait 75 ans qu'on est mariés toi et moi. Bon allez, 7 ans et demi. Ça fait 7 ans et demi qu'on est mariés toi et moi, et je voulais te dire, je te trompe depuis le début avec la femme de ménage. Et puis là il commence à littéralement se frapper en plateau, et puis la femme de ménage elle arrive, elle a le balai dans les mains, et puis enfin c'est genre hyper drama. Et donc ça passait je pense sur MTV et tout ça, que je regardais aussi, Ouais. c'était genre sur ce genre de chaîne. Mais sur RTL 9 il y avait la version belge, Je crois que française. c'est la version belge. Ouais, c'est belge, je crois. Ça, c'est... Oh. Ça n'arrive qu'aux autres. Oh. Nous, chez nous, bien sagement installés devant notre Oh là télévision, là. ce genre d'histoire, cela ne risque pas de nous arriver. Ça ne risque pas? Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne prenons pas beaucoup de Mais risques. le mec, il a la tête de Michel Sardou. Ouais, entre Michel Sardou et Michel Drucker. Dans tous les cas, il y avait une tête de c'est Michel. ça. Attends, et à la fin, il faisait « Et ça Et ça va savoir. Bien sûr. C'est ce soir l'histoire d'Armande. Armande, ce soir, son histoire. Ça va se savoir. Oh my Armande. God. Ouh. Ah, j'ai les frissons. Je frissonne. Ah ouais, la magie de YouTube. De YouTube, bah bravo le YouTube. Mais donc, enfin, je regardais pas ça en boucle, mais j'aimais bien regarder ça avec ma frangine. Après, moi, faut savoir, ma sœur a 7 ans de plus que moi, et donc du coup, il y avait un peu cet écart presque générationnel où je regardais des trucs parfois pas adaptés à mon âge, je pense. Mais du coup, on regardait ce genre de trucs, on regardait Friends, bien évidemment, et puis la Starac, et puis Popstar, et puis. Enfin, moi, je suis une enfant de la Starac. C'était qui tes préfs dans la Starac? Bah, Jennifer. Enfin, Ouais. Je sais pas, genre... c'est obligé, tu vois. Enfin, moi, je suis de la génération de la première saison de la Starac, donc Jennifer, cœur, tu vois. Parce que Jennifer... Et puis en plus, Jennifer, on s'identifie à elle, tu vois. Genre, la petite meuf qui arrive, qu'on est en train de tracher sur son physique, alors qu'en fait, c'est déjà une bombe à l'époque. Et puis, enfin, il y avait un peu ce truc, genre un peu American Dream, tu vois, de genre, ouh là là, ils te la vendent comme elle a une tête de rien, mais elle va réussir à tout faire. Et Bitch a réussi, putain. Donc ouais, Jennifer de ouf. Et puis après, ouais, je pense que j'ai regardé jusqu'à la saison 5, sûrement. Magali Veil, quoi. Et après, il était temps de moi regarder la télé. Magali, si de temps en temps, j'ai rien contre toi, au demeurant. On t'aime. On t'aime. Voilà, bisous. Où que tu sois, prends soin de toi. Force. Force. Et cette passion Friends, elle vient d'où? Elle vient d'où, mais... Parce que là, alors pour vous faire, donc là je suis chez Ouais. Angelica, donc du coup chez Sonia, et donc il y a plusieurs décors de Friends. Il y a les cuisine. deux appartements il y a les deux en appartements. Lego. Ouais, Les c'est appartements ça. des garçons, l'appartement des garçons et l'appartement des filles. Il y a des photos de l'expo Friends The Experience qui était passée à Paris il y a 2 ans. Il y a un cadre Friends qu'on m'a offert à mon anniversaire. C'est Gigi, un de mes meilleurs amis, qui m'a offert ça. Et en fait, dedans, il y a une photo du cast que j'ai pas enlevée parce que je trouve ça drôle. Parce que la photo, elle est une espèce de grain
Et du coup, genre, on a vraiment l'impression que c'est moi qui les ai pris en photo. Bah, ça me rappelle C'est mes l'épisode copains. avec Phoebe et la photo de son père. Exactement, c'est exactement ça. Bah non, mais c'est la photo qui vient dans le cadre. Donc elle, si c'est son père, moi, c'est mes copains. Et ça trône comme ça sur un meuble, donc c'est très très beau. Il y a un mug aussi. Il y a un mug, il y a une bougie, il y a beaucoup de choses. Il y a des figurines pop. Il y a un peu tout ce qui peut se collectionner en Friends, on va pas se mentir. Et surtout, il y a de la poussière. Et ça. Et ça va se savoir. Et il y a aussi Cruella et il y a aussi Cruella, il y a aussi Cruella, une bonne part de sang dalmatien dans tout ça. Et de Cruella, parce que c'est aussi un élément important de l'existence. Ah, donc ton côté bigou de cheveux. Mon côté bigou de cheveux dans la vie civile, il vient clairement directement de Cruella. Mais oui, deux grosses influences, Friends et Cruella dans la vie, je pense. Et alors pourquoi Cruella ? Pourquoi Cruella ? Mais moi, j'ai une passion pour les soins dalmatiens depuis que je suis gamine. Ma mère ne saurait pas dire d'où est-ce que c'est venu. La photo la plus lointaine qu'on ait retrouvée de moi avec un dalmatien dans les mains, je dois avoir 6 mois. Mais genre, je sais pas qui me l'avait offert, j'en sais rien. Je sais que c'était mon dessin animé préféré. Enfin, ça a toujours été mon dessin animé préféré quand j'étais petite. Quand le premier film avec Glenn Close il était sorti en 97, moi j'avais 5 ans. Mais je pense que la VHS, ça devait être rayé, tu vois, ce genre de truc. Et avec le recul, je me rends compte que ça m'a vachement influencé en termes de personnalité, enfin en termes de personnalité, pas forcément, mais en termes de vision du monde, de choses comme ça. Notamment, il y a quelques années, quand j'ai revu cette scène incroyable où, dans le film, du coup, Glenn Close dit il y a plus de femmes, je sais plus ce que c'est exactement en français, mais c'est genre, il y a plus de femmes qui se sont perdues au mariage qu'à la guerre et dans les famines. Et je genre... Et du coup, elle regarde Anita, la maman des Dalmatiens, la maman humaine des Dalmatiens, en lui disant tu as du talent, chérie, ne le gâche pas. Ne le gâche pas en te mariant, en l'occurrence. Et je me dis que ça a forcément dû m'influencer quelque part, d'entendre ça en boucle quand j'étais petite. Mais ça m'a influencé à avoir un chien noir et blanc, notamment. mais ouais. Pardon, et du coup, là, je remonte d'un étage, et là, on arrive sur quoi ? La Reine des Neiges. Ouais. Ah ouais ? Ouais, improbable, hein. Mais c'est pour ça que c'est juste une petite étagère. Enfin, c'est l'étagère large de chez Ikea. Mais non, si vous voulez la... de chez Leroy Merlin, en plus. Si vous voulez la Leroy Merlin. référence, on vous la mettra en description de Oui, l'épisode. c'est ça, Leroy Merlin, Beaubourg. Merci à vous, mes belles. Ouais, la Reine des Neiges, parce que moi, j'ai adoré la Reine des Neiges 1 et 2. J'ai préféré le 2, par ailleurs. Et du coup, oui, c'est une petite collection, pas plus. C'est bien, elles sont là. Ouais. Mais pour la petite anecdote, en fait, on va beaucoup digresser, hein, je pense. Oui, c'est le principe de la maison. Non, exactement, la maison digresse. La maison digresse. Et la maison diverge. Et diverge, ça fait beaucoup. Non, donc j'ai 2 grandes poupées de Anna et Elsa, donc de la Reine des Neiges et sa frangine. Et ces 2 poupées-là, en fait, à l'origine, j'avais pas celle-là, j'en avais d'autres que ma mère m'avait offert. Je pense pour mes 20 ans, quelque chose comme ça, ou peu importe, ouais, 20 ans, 25 ans, on ne sait plus, on ne compte plus les âges. Et il y a 5 ans de ça, je m'étais fait cambrioler l'ancien appart dans lequel j'habitais, et il m'avait volé mes poupées de la Reine des Neiges. Oh non. Mais oui, c'est tellement triste. Je rigole, mais je ne rigolais pas. Parmi horrible. D'autres choses, mais il m'avait notamment volé ça, et j'avais été un peu triste, mais surtout que ça m'avait valu une histoire rocambolesque. S'il y a des gens qui écoutent et qui me connaissent, ils savent déjà de quoi je vais parler. Mais donc, du coup, j'avais dû faire ma plainte auprès des flics et surtout auprès de l'assurance derrière avec des photos justificatives. Et la seule photo que j'avais, c'était ma mère quand elle me les a offertes, où j'avais les 2 poupées de part et d'autre de ma tête avec un gros sourire bené. Et donc ça, je l'avais envoyé à l'assureur. Et quand l'expert de l'assureur, RIP, la MAPA, mon assureur de l'époque, est venu chez moi pour faire le constat, le mec avait imprimé les photos. Et la photo de moi avec mes 2 poupées de la Reine des Neiges était imprimée en A4 noir et blanc dans son dossier. Et vraiment, c'était genre... C'était tellement horrible comme période de ma vie, mais le mec, il est arrivé avec cette photo-là imprimée en noir et blanc. Et j'étais genre, my God, mais au secours. Donc, au moins, je me les étais fait rembourser. Et par la suite, j'ai fait dit, je vais en racheter. Puisque c'est comme ça, je les rachète. Donc, voilà. C'est... Non, mais surtout, j'imagine, tu sais, le truc preuve. Mais oui, mais c'était... Non, mais... Les histoires autour de ce cambriolage avaient été assez rocambolesques entre
les flics qui viennent chez moi à 23h. Donc, faut savoir, pour l'histoire complète, je rentre dans mon appartement. Enfin, je rentre pas, du coup, vu que j'arrive pas à rentrer, vu que la porte est défoncée. C'était pas la pire chose qui pouvait m'arriver, puisque ce cambriolage était la conclusion de la semaine où je venais d'enterrer mon grand-père. Donc, j'étais vraiment genre... Ah, mais ça de plus, ça de moins, mais allons-y, en avant Guingamp. Et sauf que, donc, bon, après, j'appelle l'assureur, j'appelle les flics, machin, les flics mettent 10 ans à venir, l'ouverture de la porte, blablabla. Et en fait, avant que les flics arrivent, je me rends compte qu'ils avaient vraiment tout retourné dans mon appart. J'en reviens pas que je suis en train de raconter ça dans un micro. Et autour de mon lit, il y avait genre... Ils avaient vidé une petite boîte que j'avais dans ma table de chevet. Et qu'est-ce qu'on range dans une table de chevet à côté d'un lit ? Un qui fait bouf bouf. Qui fait... T'as un petit bruit de bouf ou pas ? Non, t'as pas. Non, alors, ouais. Donc, peut-être là, t'es là. Ouais, là, je suis là. Avec ta boîte. Et là, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a les flics qui vont arriver. Ça peut pas se passer comme ça. Et donc là, mais je peux pas mettre fin. Et donc, je mets un coup de pied dedans pour que tout parte sous le lit. En me disant, faut pas qu'il les voie. Et voilà. Mais est-ce que, au final, on peut pas se réjouir aussi du fait que il ne les ait pas volés ? Oui, enfin, si tu crois que je les ai réutilisés... Parce que si tu veux, les avaient quand même touchés. Donc même, je pense qu'ils auraient pu passer dans un stérilisateur 14 fois, j'aurais fait. Non, merci. No passaran. You shall not pass, vraiment. Ouais. Comment on en est arrivé là ? La question initiale était tu regardes quoi à la télé ? Ouais, c'était la Reine des Neiges. Ouais. Bah voilà, la Reine des Neiges, hein, franchement. Let it go. Hein. God. Et alors, bon, pour clôturer un peu on va dire ces années boulangerie, j'avais une question qui est vraiment très importante. J'avais envie de clore un débat ancestral. Toi, tu es plus pain au chocolat ou croissant ? Je savais pas que ça soit une autre question en rapport avec des pains au chocolat. Non, on peut pas en parler. Non, on peut pas en parler. C'est trop clivant. C'est trop clivant et j'ai pas envie de me mettre la moitié d'une commu à dos, tu vois. Donc, moi, je suis team croissant plutôt. Parce que le pain au chocolat peut être déceptif s'il y a qu'une seule barre de chocolat déjà, genre c'est pas possible. Comment ça, il y a des pains au chocolat avec une seule barre de chocolat ? Ouais. Et même des chocolatines des fois avec une seule barre de chocolat. T'as vu comment je dis bien les deux pour être sûr que les gens comprennent on pas, est très inclusif. Ouais. Trigger warning viennoiserie. Oh my god. Non, team croissant. Et d'ailleurs on m'a fait remarquer il y a pas longtemps que je mange mes croissants bizarrement. C'est-à-dire que, bon, les croissants de base, pour les fabriquer, c'est une espèce de triangle de pâte feuilletée qu'on roule pour que ça fasse la petite forme ensuite qu'on connaît du croissant. Et moi, du coup, Là, on a vraiment les insides d'une boulangerie-pâtisserie. Hein. Tuto, bienvenue sur Marmiton. Et si vous changez à la farine par du pois chiche, eh ben, ça fera pas des croissants. Les enfants ont adoré. Ça, c'est les commentaires, Marmiton. À nouveau, je digresse. Graisse. Alors, oui, c'est ça. J'ai tout changé de la recette. Et ben, ça a pas le même goût. C'est ça. Oui, non, mais oui, les commentaires Marmiton, c'est ça. C'est genre, tarte au poireau. Je n'avais pas de poireau, j'ai mis des aubergines. Les enfants ont adoré. Genre, oui, mais du coup, commente l'autre recette, en fait. Parce que vraiment, ça n'a aucun rapport, Marie-France. Ça s'appelle toujours Marie-France quand elles font ça. Parce que c'est vrai. Beaucoup de Marie-France, de Brigitte. Mais pas de Karen, parce que Karen, elle aurait fait « La recette marche pas avec des aubergines !» Oui, alors que c'était pas la bonne recette. Oui, c'est ça, toujours tout pas. Simplement. Donc, toi, t'as roulé tes petits triangles. Ouais, c'est ça. Mais les croissants, moi, quand je les mange, quand j'achète un croissant à la boulangerie, je le déroule, tu vois. Et en fait, c'est meilleur, parce que du coup, t'as bien la partie croustillante du dessus. La partie moelleuse de l'intérieur, tu la savoures pleinement. Donc, tu le déroules complètement. Ouais, je le mange en le déroulant, tu vois, petit à petit. Parce que moi, je le déchire, donc c'est un peu... Ah ouais, ça se rapproche. Ouais. Mais tu vois, les gens qui croquent dedans directement... Quelle bande de nazes. Pour moi, c'est les gens on vous adore. Oui, mais vous êtes un peu comme les gens qui croqueraient dans un Kit Kat sans séparer les barres. Waouh, ça va beaucoup trop loin. Ouais, mais moi je dénonce. Trigger warning, dénonciation. Et donc, depuis Tours, depuis cette boulangerie, toi, tu te prédestinais à quoi ou t'avais envie de faire quoi dans la vie ? J'avais pas envie d'être boulangère. Ça, c'est sûr. Pourquoi ? Parce que je pense que j'ai trop vu mes parents travailler beaucoup pour peu de gains.
d'une certaine façon, et surtout beaucoup de fatigue physique, psychologique, émotionnelle et tout ce qu'on veut. Et peu de temps pour une vie personnelle aussi. Même si j'ai adoré travailler avec eux et je suis très admirative qu'ils aient eu cette patience-là et cette passion-là du métier. Et ils n'ont jamais cherché à nous pousser là-dedans, ma sœur et moi, donc ça, on a eu de la chance. Et moi, je voulais... je pense que quand j'étais gosse, j'ai voulu être maîtresse d'école, comme je pense 95% des enfants, et particulièrement des petites filles. Mais quand j'étais ado, je voulais être photographe. Ça m'a duré quelques années où j'avais fait des petits concours photos par-ci par-là, tu vois, sur Tours et tout ça, qui étaient plus ou moins glorieux, parce que rétrospectivement c'était affreux ce que je faisais. Mais t'aimais quoi dans la photographie ? Moi j'aimais bien le travail de l'image, j'avais fait un concours photo une fois qui était basé sur l'autoportrait mais j'étais au lycée, donc c'est pas forcément une période où t'as très envie de te prendre en photo toi-même. Mais je trouvais qu'il y avait un petit côté de je m'approprie mon image qui était assez intéressant et de j'en fais ce que je veux. Et puis, quand j'ai commencé à m'intéresser aux poursuites d'études dans le domaine de la photo, je suis vite tombée sur des trucs qui étaient genre hyper cher, ou le peu d'écoles publiques qu'il y avait qui étaient genre compliqués d'accès, enfin des dossiers hyper chauds à avoir. Et alors comment tu t'es décidé vers autre chose ? Je m'étais dit je vais essayer de trouver des études courtes, genre DUT, BEP, des trucs de post-bac, j'étais en filière généraliste, mais des trucs de post-bac qui sont rapides et qui permettent derrière de travailler pour sortir du système scolaire, quoi. Et puis, en discutant de tout ça avec une concertation, elle me parle d'un DUT qui, à l'époque, s'appelait Services et réseaux de communication. Aujourd'hui, ça s'appelle Métier du multimédia et de l'Internet. Ouais. Moi, je suis plus les Internets. Moi, je suis à l'Internet mondial du monde. Ok. C'est comme ça, on est sûr de quoi on parle. Waouh. C'est, donc, métier du multimédia et de l'Internet. Un peu la toile. Un peu la toile de World Wide Web, finalement. Et du coup, je me suis embarquée là-dedans. C'était pas à Tours, ces études-là. Donc, du coup, ça s'était joué entre Bordeaux et Marne-la-Vallée. Okay. Donc, finalement, je suis partie à Marne-la-Vallée parce que dans les points, j'ai fait une liste de pour et de contre, avec notamment des questions de c'est loin, c'est pas loin, nanana, nanana. Et il y a Disney pas loin. Et donc, je fais viens, on va aller à Marne-la-Vallée. Et puis, j'allais beaucoup à Disney. Et puis, j'ai fait des études, 2 années de DUT qui m'ont beaucoup plu. Et je suis passée de... quelqu'un de moyenne / bas du classement à l'école à plutôt premier quart de promo, quoi, on va dire ça comme ça. Même si j'ai jamais été très classement, tout ça, mais la vie fait qu'on aime bien nous mettre dans des classements et de nous faire en sorte qu'on soit les meilleurs dans tout. Et puis parce que j'étais genre, j'aime bien ce que je fais, donc c'est cool. Et puis, pendant mes études, je suis partie à Montréal pendant 6 mois, pendant ma dernière année de DUT. Donc ça, on est en 2012 à l'époque, déjà. Et c'est parce que c'est une prof d'anglais qui m'avait poussée à partir. Ils avaient un accord d'échange avec un établissement à Montréal. Et puis, elle était là, faut que tu y ailles. T'as un bon niveau en anglais, t'es bonne dans tous tes cours. Enfin, genre, faut que tu prennes la place, nanana. J'étais là, ouais, mais genre, j'ai pas la thune de faire ça, donc c'est pas grave, on va trouver. Et puis elle m'a aidé à trouver des bourses et à me dire non mais pousse auprès de tes parents pour qu'ils t'aident et machin, et ce qui dans les faits s'est passé. Et donc merci à elle, parce que Montréal c'était incroyable comme expérience. J'ai passé 6 mois là-bas, c'était ouf. Cette ville est incroyable. Il faut aller à Montréal une fois dans sa vie pour comprendre pourquoi Montréal c'est incroyable. Ça ne se raconte pas, ça se vit, Montréal. Mais donc ouais, Montréal. Et puis pendant que j'étais à Montréal, j'étais là, attends, on va quand même pas arrêter les études dans 6 mois. Continuons. Et là me vient une idée. Je me dis, allez, et si je faisais une école d'ingé ? Et donc, from terminale, quittons le circuit scolaire, tout. Et si on devenait ingénieur ? Bah ouais, quelle bonne idée. Et pourquoi pas ? Et puis j'ai postulé dans une école publique d'ingénieurs en informatique, multimédia, tout ça, et qui avait une dimension artistique. Aussi, qui, je pense, sur le papier me parlait, mais parlait plus à mon inconscient qu'à mon conscient dans le fait de me plonger là-dedans. Et puis, j'ai fait des passages de liste d'attente, trucs, machin, mais j'ai fini par être acceptée dans cette école-là. Et puis après, j'ai fait 3 ans d'école d'ingé. Et puis, j'ai réussi à décrocher mon diplôme d'ingénieur en informatique. Et puis voilà. Et après, donc, tu trouves un travail et après, ça s'enchaîne. Je trouve un travail. Pendant combien de temps jusqu'à ce que tu arrives à trop c'est trop, et quand c'est trop picot ?
Et quand c'est trop pico, j'adore. Mais ça, c'est générationnel un peu comme Ouais. hein. Ouais. Je regrette de ne pas l'avoir enregistré dans mes sons. Quand c'est trop pico. Voilà, on peut dire qu'il existe maintenant. Mon avant-dernière année d'études, j'ai cherché un stage à Paris dans une agence de marketing et tout ça, plus en chef de projet qu'en genre technique pure et dure, parce que mettre les mains dans le cambouis, ça m'intéressait pas. Mais dire aux gens comment ils doivent faire, ça m'intéressait mieux. C'est horrible dit comme ça. Mais ouais, mais en même temps, long story short... On a compris. Non, mais c'est ça. Mais c'est genre... ouais, donc j'ai travaillé dans cette boîte-là pendant 3 mois. Et 6 mois après, j'y suis retournée pour mon stage de fin d'études qui s'est transformé en CDD puis CDI pendant plus de 7 ans. Et donc j'étais ce qu'on appelle chef de projet... CRM à l'époque, et donc Wow. ouais, Customer Relationship Management. Oh. T'as dit ça, t'as rien dit. Madame. Et puis à la fin, je gérais ma petite équipe, que je gérais pas d'un point de vue hiérarchique, mais d'un point de vue opérationnel, où j'avais, je sais pas, c'était entre 10 et 15 à répondre à ce que je leur disais de faire tous les jours. Donc j'avais un peu ce rôle de... c'est... Le chef de projet, c'est un peu ce job où c'est je sais pas faire, mais je vais te dire ce qu'il faut faire et comment tu vas faire. Mais c'est toi qui vas faire. Ou c'est un peu le truc de il y a un immeuble qui est en feu et tu vas faire j'appelle les pompiers. Et les pompiers ils arrivent et tu leur dis le feu il est là, venez me dire quand c'est pris en charge. Donc t'as un peu l'impression que c'est très dévalorisant, hein, la façon dont j'explique. Mais non, mais il y a un peu un rôle de chef d'orchestre, on aime bien dire, dans le milieu. Mais ouais, donc j'ai travaillé dans cette agence-là pendant 7 ans. Ouais, 7 ans, 8 ans. Ça aurait fait 10 ans cette année. Et surgit celui qu'on appelle le burn-out. Ah ouais. Et celui qu'on appelle le burn-out, et qui m'a frappé en pleine face en octobre 2021, donc il y a bientôt 3 ans. Dans les faits, je pense qu'il était déjà en train de me tourner autour depuis genre 5-6 mois, quoi. Et puis un jour, tu pars en vacances. Ça fait déjà un moment que tu es en train d'alerter ton management que ça se passe pas très bien et que tu es fatigué et que tu as besoin d'aide et qu'il y a besoin qu'il y ait des choses qui changent parce que tu t'en sors plus dans ton boulot, parce que tu as trop de taf et pas assez de ressources. Et puis tu pars en vacances alors que ça fait 1 an que t'as pas pris de vraies vacances. Et donc là, tu prends 10 jours de vacances. Ouh, c'est beaucoup. Et puis tu reviens en sachant qu'il n'y a rien qui va changer fondamentalement, tu vois. Et donc ces vacances-là, dans les faits, elles étaient bien parce que c'était trop bien, les gens avec qui je suis partie et tout ça. Et puis, mais moi, à titre individuel, ça allait pas du tout. Enfin, je pense que j'ai passé les vacances à me dire... Ok, J-6 avant la reprise, J-5 avant la reprise, et non. Et puis le jour où je reprends le taf, à l'époque j'étais à 15-20 minutes à pied de mon boulot, donc j'y allais à pied, et puis il y a vraiment eu ce truc très lunaire où je me rends compte, mais je me revois exactement, c'était rue du Faubourg Montmartre, juste après le bio c'est bon, je traverse le passage piéton et je me rends compte que je suis en train de pleurer. Et c'est pas je me mets à pleurer, c'est genre oh, des larmes coulent. Je fais c'est marrant, je crois que c'est pas ouf quand on va au travail en pleurant. Bah non, c'est pas ouf. Bah ouais, non, c'est pas ouf. Et donc on va travailler quand même, hein, on fait genre tout va bien, et puis on s'y remet, et puis on est quand même content de revoir des collègues, tu vois, parce que mes collègues qui étaient au même niveau que moi, je m'entendais très bien avec eux, et donc c'était cool de les retrouver, de les revoir et tout. Ça avait été un peu plus dur de me retrouver avec genre mon management au-dessus qui était genre alors Sonia, tu reviens de 10 jours de vacances, t'as la grosse patate, on est reparti. T'es genre C'était Patrick Sébastien, ton boss? Non. Ok. Allez, on y va. C'est parti. Mais ouais, et du coup, je je suis toujours fatiguée parce que guess what, c'est pas en 10 jours qu'on va se remettre d'aplomb, quoi. Et puis j'avais repris le taf, je crois, un mercredi ou un jeudi, un truc comme ça, donc j'étais genre, bon, c'est pas grave, c'est bientôt le week-end, ça va aller. J'avais un peu alerté mon boss quand même le vendredi en mode, là, ça fait 2-3 jours que j'ai repris et je suis vraiment pas bien. Puis il m'a dit, ouais, on en parle mardi parce que là, j'ai pas le temps. Okay. Donc lui non plus était pas très très bien au final. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'était un peu un mood général, hein, mais... Et puis le lundi suivant, je retourne au taf, je passe un bon week-end, et donc je m'étais dit, en fait, genre, moi je vais bien, donc c'est qu'a priori c'est peut-être autre chose qui va pas bien. Puis je retourne au taf, j'ai une collègue qui m'annonce
qu'il y a une autre collègue, et donc une nana que je gérais, qui vient de poser sa dème. Et là, je sens physiquement la chape de plomb qui se met sur mes épaules et qui me fait dire « On va plus y arriver. Là, on va plus y arriver, c'est trop. Genre, it's a lot to take. Genre, j'y arrive plus. » Et là, je me dis « Je prends rendez-vous chez le médecin, c'est pas possible. » Donc, on est... lundi midi, j'ai essayé de prendre rendez-vous chez le médecin. Je chope un rendez-vous pour le mercredi suivant. Un médecin que je connais pas, ce que je déteste faire, mais ma médecin traitant, elle avait genre au moins 4 semaines, je pense, d'attente. Et donc, j'étais là, c'est pas possible. Mais je fouine un peu parce que, genre, phobie de tomber sur un médecin qui va être un peu con, un peu grossophobe, un peu LGBT-phobe, whatever. Nanana. Et là, je fais, ok. Bon, en tout cas, si mon médecin, il est pas pédé, en tout cas, il a l'air bien renseigné sur la question parce que j'avais vu qu'il avait passé des formations, genre, en santé pour les personnes trans, des trucs comme ça, des trucs très genre précis. Et je suis genre, bon, bah, ça va peut-être être une personne bien, on verra bien dans quoi on se lance. Et puis je vais dire à une de mes meilleures potes du boulot, bon, bah, en fait, j'ai pris rendez-vous chez le médecin dans 2 jours. Donc, et puis le lendemain, elle devait être en télétravail. Moi, je devais être en télétravail l'après-midi, un truc comme ça. Elle me fait, oui, bon, on se revoit pas, quoi. Puis je suis genre, bah, pourquoi on se revoit pas? Elle fait, bah, tu vas aller chez le médecin, il va t'arrêter là dans l'état où t'es. Et je dis, ah bon? Il va m'arrêter? Donc, en fait, je sais pas, il y avait une part de mon cerveau qui disait, faut que j'aille chez le médecin, et une part de mon cerveau qui savait pas pourquoi. Et puis, oui, effectivement, je n'ai jamais remis les pieds dans ce travail-là, ever. Donc, du coup, je suis allée chez le médecin. Je pense que j'ai pas eu à dire 3 phrases avant qu'ils me disent « Vous avez l'air d'être au bout du rules, madame. » Il m'a pas dit ça comme ça, mais l'intention était là. Et puis, je suis ressortie de là avec un arrêt de travail de 3 semaines et une prescription morale où il me disait « Maintenant, allez vous reposer, allez promener votre chien, ça va vous faire du bien. » Et ce que j'ai fait. Et puis, voilà. Dans ces moments-là où ça va pas, où justement... on sent qu'il y a quelque chose qui s'accumule, qui commence à être trop. Comment et de quelle manière on arrive à s'écouter et à en parler aussi autour de soi? Moi, j'en ai toujours parlé assez facilement. Je pense que j'ai été dans le déni un peu pendant quelques mois de ma situation qui s'enfonçait. Mais typiquement, je me souviens que cette fameuse reprise au boulot où je me mets à pleurer sur le trajet, le lendemain... je voyais un de mes meilleurs amis, que tu connais certainement, qui s'appelle Mini Majesté dans La Vie Drague. Je lui raconte ça. Mais je revois très bien cette scène. Hein. Je suis dans sa cuisine de son appart de l'époque. Je lui dis ça et il m'attrape par l'épaule en me disant « Mais Sonia, c'est pas normal d'aller pleurer, de pleurer en allant au travail. N'importe quel médecin à qui tu racontes ça, il va t'arrêter tout de suite. » Et je pense que ça a été un peu le déclic. Genre, c'est clairement Minima qui m'a donné le déclic sur ça de... ah ouais, en fait, peut-être que c'est le boulot qui fait que ça va pas et c'est pas genre juste... le chaos de l'existence et du monde qui s'écroule qui fait que ça va pas. Et puis ouais, et au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, on va aller voir un médecin, on verra ce qu'il va me dire. Et puis si un médecin me dit que j'ai besoin de me reposer, peut-être qu'il a raison. Et donc, mais quand il m'avait dit 3 semaines d'arrêt, le médecin, j'étais genre, bon, bah, ok, c'est cool, dans 3 semaines, ça ira mieux. Ce 3 semaines, je pense que c'était les plus grandes vacances ever que j'avais dû prendre depuis que parce que plus de pression, parce que un ouais, truc où ça, tu t'es complètement libéré. Et puis du coup, je disais, bah, c'est bon, dans 3 semaines, ça ira mieux. Je vais avoir le temps de me reposer et puis ça ira. Et puis en fait, au bout de 2 semaines, là, tu sens que tu t'enfonces. Et parce que ton cerveau, tu viens de lui donner l'autorisation de lâcher prise. Et du coup, bah, là, c'est là où vraiment le burn-out il se met en place, quoi. Où tu tombes dans le down petit à petit et que tu perds un peu tes repères et que t'es genre... mais donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a du temps? Enfin, genre... au début, moi, je mettais mon réveil, quoi, quand j'étais en arrêt. Et je me levais le matin à 9h en me disant, bah, j'ai dormi 1 heure de plus que d'habitude, c'est une grasse mat. et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a promené le chien, il n'y a plus rien à faire. Comment on va s'occuper de nos journées? Donc, c'est vrai que il y avait eu ce truc-là un peu compliqué jusqu'à temps qu'on me dise... Enfin, moi, je me souviens que c'était la psy que j'avais commencé à voir spécialisée dans les burn-out à cette époque-là qui m'avait dit, en fait, vous êtes en arrêt maladie parce que du coup, vous êtes malade. Et je pense que j'ai eu besoin qu'on me colle cette étiquette-là, qu'on me dise « Là, ma fille, t'es malade, donc du coup, tu vas te soigner. » Et à partir de là, j'étais genre « Ah, ok. Bon, bah, c'est pas... Enfin, ok, c'est pas grave. Genre, je me serais cassé le pied. Il faudrait que je répare mon pied. Là, je me suis cassé mon cerveau. Il va falloir que je le répare. » Et puis, bah, on a pris le temps de le réparer, quoi. Ça a pris quelques mois, mais j'étais arrêtée pendant 9 mois, je crois, au total. Et ça a pris plus ou moins, peut-être même plus que moins de temps que ça à se remettre pleinement, mais on l'a fait, quoi. Qu'est-ce que le burn-out et on va dire le fait de s'en remettre aussi de ce moment, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a changé à ta vie?
Ça m'a donné... Enfin, ça m'a montré vraiment clairement où est-ce qu'elle était ma limite. Et de me dire, en fait, je peux pas m'épuiser dans le travail tout court. Je peux pas m'épuiser dans le travail, c'est pas possible. Enfin, on vit pas pour travailler. Je pense que j'avançais trop dans ce truc de on vit pour travailler et on travaille pas. Enfin, et j'étais pas dans la dynamique de on travaille pour vivre, mais plus de on vit pour travailler parce que c'est comme ça qu'on doit faire, tu vois. Et je pense qu'en ça, j'ai eu un peu. Enfin, il y a rien de négatif là-dedans en disant ça, mais l'exemple de mes parents qui ont passé leur vie à travailler et tout ça. Je sais, et puis parce que la thérapie me l'a montré, que ça a eu forcément un impact sur ça, sur la valeur que je donnais au travail et tout, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de littéralement s'épuiser dans du boulot à ce point-là. Et donc, aujourd'hui, moi, si j'avais pu ne pas faire de burn-out, croyez-moi bien, mon cher Bip, je ne l'aurais pas fait. Donc en ça, je suis pas du tout en train de faire la promotion du burn-out. Et au contraire, parce que on m'a déjà dit une fois, ouais, mais bon, tu sais, genre aujourd'hui tout le monde fait des burn-out, c'est la maladie de la nouvelle génération. C'est genre, ouais, on peut l'éviter. Et franchement, si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Donc faites attention, écoutez-vous. Enfin, je suis la première quand je vois genre des mini red flags dans les boulots des gens et tout à faire. Arrête-toi, prends le temps, vaut mieux que tu t'arrêtes 15 jours et que tu lâches la soupape là maintenant plutôt que tu cumules et qu'ensuite tu pètes un plomb, quoi. Mais et puis après, ça te remet les pendules à l'heure, quoi. Mais c'est un peu compliqué parce que moi, ça m'a un peu grillé le cerveau et je me suis rendu compte que pas que j'étais plus capable, mais que émotionnellement, j'avais plus du tout envie de revenir dans le même secteur d'activité. Enfin, c'est arrivé au point où un métier que j'adorais, ça m'en a dégoûté, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que si ça avait pu être évité, ça aurait été chouette aussi, quoi. Parce que j'ai fait des études pour ce métier-là, et même si aujourd'hui ça me sert encore, bien évidemment. Mais c'est pas la trajectoire que je pensais prendre au départ, et c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas trop une façon de penser dans la vie à être et avec des si, avec nanana, genre... Shit happens, c'est comme ça aujourd'hui, et maintenant, genre, deal with it et avance comme ça. Mais ouais, aujourd'hui, au moins, dans la situation où j'en suis, je connais mes limites par rapport au boulot, à ma fatigue, à la place que je peux mettre du travail dans ma vie et inversement. Et puis comme ça, j'espère ne pas refaire de burn-out à nouveau. Eh ben, je te le souhaite. Et je souhaite à personne, du coup, de faire des burn-out et d'arriver à se mettre dans ces situations-là de trop-plein. Et après, pas de culpabilité si ça arrive, si c'est trop, et c'est pas grave, ça arrive, et il y a des moyens de s'en sortir. Exactement, il y a des moyens de s'en sortir, et parlez-en, genre de grâce, si vous avez des situations professionnelles qui sont compliquées et tout, parlez-en à votre boulot, parlez-en à vos collègues, parlez-en à vos amis, à votre médecin, à votre psy. Allez voir un ou une psy. Moi, je n'avais pas vu avant mon burn-out ever, jamais. Et j'ai commencé à avoir une psy par rapport à mon burn-out, mais meilleure décision de ma vie. Donc du coup, il faut en parler, parce qu'en fait... no shame, déjà, il n'y a pas de shame à avoir a priori sur la plupart des sujets de l'existence, et en particulier sur les questions de burn-out, quoi. Donc il faut en parler. Donc il y a eu du travail intense, mais il y aura aussi une découverte d'une passion qui est quoi ? Le drag, évidemment. Mais avant tout ça, à la rédaction de la Quinterview, j'ai toujours une assistante éditoriale de l'Extrême qui m'aide à préparer l'émission. Et voilà, et du coup, elle va avoir des questions pour toi. Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 5 ans. Aujourd'hui, je suis disponible. Bienvenue à Mia Question. Aujourd'hui, je suis disponible et je l'adore. Ouais. Mia, je t'adore. Mais elle est incroyable. Mais Mia, elle a quel âge ? Elle a 5 ans, 4 ans ? Elle a 5 ans. Elle a 5 ans, ouais. Elle a 5 ans et demi. 5 ans et demi. Mais oublie pas le demi, c'est hyper important. Enfin, moi, ma nièce, elle va avoir 6 ans et demi. Et les demi, c'est très, très important à cet âge-là. Très important. Mais Mia, queen. Mia, c'est une queen. Je t'écoute, Mia. Bonjour, Angelica. Pourquoi tu t'appelles Angelica Stratrice ? Eh bien, je m'appelle Angelica Stratrice parce que, premièrement, Angelica, c'est un personnage du dessin animé Les Razmoquettes que j'aime beaucoup, qui s'appelle Couette Couette aussi dans Les Razmoquettes, et qui est cette petite fille un peu impertinente, qui aime pas trop les autres enfants parce qu'elle aime bien traîner avec les adultes parce qu'elle trouve ça un peu plus intéressant, et donc elle est pas toujours très sympa avec les autres enfants, donc ça c'est pas cool, Mia, faut pas être comme ça. Mais ouais, et puis j'aimais bien la sonorité du prénom Angelica, tu vois, ça c'est un peu badass, ça envoie bien. Ça pète, ça claque. Et puis, j'avais envie d'un drag name avec un nom de famille.
j'aimais bien l'idée de me recréer une identité complète. Et comme beaucoup de choses dans le drag, ça s'est passé autour d'une soirée et d'un fumoir et de mon très cher ami Gigi, also known as Gigi là-bas dans le noir et Gigi Tattoos. Et en discutant de ça, on parlait, oui, de Angelica, mais qu'est-ce qu'on peut trouver comme nom de famille qui va avec, si je me mets à faire du drag, nanani, nanana. Et puis, il me regarde et puis il me dit « Stratrice !» Et puis là, je regarde, je fais « Angelica, Stratrice ?» Bah ouais. Et donc, Mia, tu pourras demander à tes parents qu'est-ce que ça veut dire Angelica Stratrice et castratrice. Ils t'expliqueront ça très bien. Et puis de là, ouais, c'était parti, quoi. Oh, bah ouais, meilleur générique. J'ai adoré les Razmoquettes. Mais j'adore les Razmoquettes. Pour moi, ça me rappelle le goûter. Mais c'est le goûter, c'est la Game Boy. Moi, j'ai le jeu à Razmoquettes sur ma Game Boy. Waouh. Enfin, on peut y jouer si tu veux, j'ai dans ma chambre. Hein, donc... Très bien, bon, on se fera une petite partie après. Regarde. Ah là là, mais ouais. Bah ouais, la binocle. La binocle dans le générique. Il y a Reptar, le dinosaure, Tom, et les parents, absolument. Le biberon qui fait la taille de la jambe de l'enfant. Mais à part ça, tout va bien. Mais à part ça, tout va... Est-ce que tu es un dessin animé? Bah non. Je ne suis pas un dessin animé, premièrement car je ne suis pas un dessin, je suis juste animée. Et bah non, pourquoi dis ça, Mia, dis-nous? Parce que c'est vrai que ton maquillage, ouais. il est très extravagant, très coloré. Il est très coloré. Et on pourrait imaginer que Angelica soit un personnage de dessin animé. C'est vrai, c'est possible. Bah peut-être. Alors peut-être que c'est pour le coup une influence que je ne conscientise pas des méchants de Disney avec des yeux très allongés et beaucoup de couleurs et ouais, c'est ça. Après, moi, naturellement, j'ai le visage assez rond, comme souvent un peu les personnages de dessins animés, donc je pense qu'il y a peut-être tout ça qui s'y mêle aussi, et puis plein de tatouages et tout ça, donc ça fait que finalement, sur moi, j'ai plein de dessins et je suis animée, donc peut-être que j'en deviens un dessin animé finalement. Nouvelle question de Mia. Est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine? Mia, non, Mia. Ah mais ça, tu vois, là, ça c'est les jeunes d'aujourd'hui, ils sont clivants. Ils veulent créer le bazar. Ah, elle est clivante, Mia. Mia, écoute, appelle ça chocolatine ou pain au chocolat si tu veux. Moi, je préfère les croissants. Voilà. Donc, on appelle ça ne pas se mouiller. On appelle ça ne pas se mouiller, Mia. Et non, et en réalité, je suis fervente militante du pain au chocolat. N'en déplaise à certaines personnes. C'est un podcast qui dénonce. C'est un podcast qui dénonce. Mais moi, après, je sors toujours mon token de « je suis fille de boulanger et de boulangère ». Alors, si je dis que c'est pain au chocolat, c'est que c'est pain au chocolat. Period. Période. Eh ben, merci beaucoup, Mia, pour toutes ces questions hyper intéressantes. Merci, Mia. Gros bisous. Merci pour tes réponses. À bientôt. Gros bisous. Merci beaucoup, Mia, et merci pour toutes ces questions, et merci à ses parents Alice et Gilles de lui avoir permis de se les poser. On est arrivé un petit peu à ta découverte du drag, mais il y a autre chose aussi que tu vas découvrir un petit peu entre-temps, à l'âge de 23 ans. Déjà, le déclic numéro 1, c'était genre... Ouh là, vraiment, genre, les mecs ne m'intéressent pas since forever. Et cessons de collectionner des histoires épisodiques foireuses, on va dire ça comme ça. Et puis, je pense aussi qu'il y avait un truc très factuel de j'avais pas beaucoup de temps dans ma vie personnelle pour juste me poser la question de où est-ce que j'en suis moi dans ma vie intime et amoureuse, etc. Parce que j'avais beaucoup de sujets familiaux à gérer à ce moment-là. Moi, j'ai perdu mon père il y a 5 ans, mais qui a été malade pendant des années avant. Et il y a eu toute une période dans ces années-là où j'avais ma grand-mère qui était malade, mon père qui était fils unique, un peu des allers-retours à gérer, niveau famille, etc., à gérer tout ce petit monde-là, et où du coup, matériellement, je pense que j'avais pas le temps d'investir ces questions-là personnelles, et du coup, c'est pas grave nécessairement, mais je pense que ouais, j'avais ce cheminement-là qui se faisait en parallèle.
Et puis après, j'ai commencé à avoir plus de temps autour de toutes ces questions-là. Et puis le drag est arrivé dans mon existence un peu dans ce timing-là aussi. Je pense 2016, 2017 peut-être même plus, je sais plus. Enfin, en gros, en regardant Drag Race, à peu près quand c'est arrivé sur Netflix, je pense que ça devait être dans ce timing-là. Et puis où là, je me retrouve devant un format d'émission... que je définis toujours comme le top chef de la drag queen, et où je me dis ah putain, mais je pourrais me projeter, pas de l'autre côté de l'écran à ce moment-là, mais genre je me projette dans les identités, dans les parcours que racontent toutes ces personnes fabuleuses. C'est fou, allons voir ce qu'il y a à Paris. Et donc très vite j'ai basculé dans le ok, bon ça doit bien exister à Paris, on est à Paris, ça existe forcément. Et donc fun fact, ça n'existe pas tant que ça non plus en 2017-2018, mais je me mets à diguer Instagram, des comptes Facebook, les événements Facebook, machin, etc. Et puis donc je commence à aller à la Jeudi Barré de Cookie Cunty au Yono. Je découvre plein de drags performés sur scène dans la vraie vie finalement. Dans le même timing, il y avait la Clash of Tata qui existait à ce moment-là. Donc alors ça c'est vraiment, là on rentre dans les archives du drag parisien quand on parle de la Clash of Tata, c'est genre... Tu sais que t'es un ancien si t'as connu la Clash of Tata. Et donc, il y avait ce concours, donc la Clash of Tata, cette espèce de concours drag qui se passait en plusieurs phases un peu genre en mode compète de foot où t'avais genre des duels chaque semaine, machin, et puis ça créait des quarts de finale, huitièmes de finale, demi-finale, finale, tout ça. Okay. Et puis cette année-là, je crois que c'est je crois pas, non, c'est sûr, même c'est l'année où c'est Poulette Zavakiki qui avait gagné. Et donc, il fait partie des premières drags que j'avais vues à Paris. Et puis après, en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à sortir dans plein de drag shows, souvent, très souvent. Enfin, dès qu'il y en avait, en fait, j'y allais. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à rencontrer des gens. Parce qu'à l'époque, il y avait... Maintenant, à Paris, je pense qu'il y a 5 drag shows tous les soirs, limite. Mais à l'époque, même s'il y en avait 3 par semaine, c'était les 3 seuls qu'il y avait. Et c'était les 3 mêmes 40 ou 50 personnes qui allaient les voir. Donc, au bout d'un moment, les gens, on se reconnaît, on se suit sur les réseaux, on discute sur le Twitter, ce qui s'appelle X, apparemment, aujourd'hui. Mais on échange pas mal et tout ça. Et puis après... moi, du coup, à l'époque, je faisais encore un petit peu de photos. J'avais arrêté post-cambriolage, on y revient, puisque je n'avais plus d'appareil photo. Et oui, parce qu'ils n'avaient pas piqué que les poupées Reines des Neiges. Les poupées Reines des Neiges. Et puis, du coup, je prenais pas mal les drags en photo, parce que personne faisait ça pendant les drag shows, globalement. Et puis que moi, ça m'intéressait. Et puis que moi, vu que je venais toute seule, il y avait un peu un truc de je suis pas toute seule, je suis avec mon appareil photo. Donc, il n'y a pas de problème à être tout seul dans un endroit si on est avec son appareil photo. Et suite à ça, du coup, j'envoyais pas mal les photos au drag, machin et tout ça. Et puis, ce qui fait que j'ai commencé à discuter avec certaines, à discuter de plus en plus avec certaines. J'ai commencé à aller au bingo drag de la Folie. Et là, on commence à voir le chemin amical de drague qui se dessine. Et donc, du coup, ça fait quoi, de fil en aiguille, j'ai commencé à me rapprocher de pas mal de personnes dans la scène drague, notamment, du coup, Clémence Tru, Poulette Zavakiki et Mini Majesté, qui sont pour moi les trois queens qui m'ont un peu mis sur le chemin du drag, moi, ensuite, personnellement, quoi. Et quand tu vas à ces drag shows, quand tu les vois, qu'est-ce que tu te dis ? Qu'est-ce que ça provoque en toi ? Et est-ce que aussi, dès ce moment-là, tu te projettes sur le fait de pratiquer toi-même ? Ou c'est déjà juste tellement beau pour les mirettes, pour les yeux ? Je pense que j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup d'admiration sur une forme d'art différente, tu vois, que j'ai de poser devant moi. Et je découvre un nouveau moyen de s'exprimer, de comprendre en fait, d'être touché par un truc qui va être de la reprise d'autre chose, enfin, surtout dans tout ce qui est lip-sync et tout ça, tu vois. De me dire, en fait, que je peux être émue aux larmes par le fait que quelqu'un soit en train de faire vulgairement du playback de quelqu'un d'autre. Ça pour moi c'était assez nouveau, et puis de découvrir
genre vraiment un coup de pied dans la fourmilière du genre et tout ça, ça m'avait fait vachement de bien. Dans le même timing, j'allais beaucoup, à l'époque aussi au cabaret Madame Arthur, mais j'y allais, je pense, au moins 2 fois par mois. Et c'était c'était une troupe qui était assez récurrente à l'époque. Enfin, t'avais au moins 2 personnes en commun chaque semaine, donc c'était à peu près tout le temps les mêmes personnes que tu voyais, mais moi ça me plaisait trop cette dynamique-là. Et du coup tu découvres des façons différentes d'exprimer un art, d'exprimer d'une forme de talent aussi et tout ça. Et je me suis rendu compte que ça commençait à me travailler quand des fois je me disais, tu vois, t'écoutes de la musique de façon random et tu te dis, bah ça ferait une bonne perf. Et où tu commences à noter des petites notes de téléphone de ça ferait une bonne perf et on pourrait faire ça serait pas mal et on pourrait faire ça. Et je pense que petit à petit, ça a commencé un peu à germer dans mon esprit, dans mon cerveau. Je crois que c'est le mot germer, ouais. À germer, exactement. Et puis et après, je commençais à sortir de plus en plus en soirée, avec du coup, avec Clémence, avec Minima, avec d'autres drags comme Vaginette, etc., qui étaient à Paris encore à l'époque. Et puis comme j'ai déjà dit une fois, je sortais de plus en plus en soirée, de moins en moins habillée. Et donc, j'étais de plus en plus lookée en soirée et tout ça, à essayer d'être dans le thème de la soirée, ce genre de choses et tout. Je me souviens d'être allée à la dernière House of Moda, la House of Moda qui était un peu une institution à Paris, qui était, je crois pas que c'était mensuel, il me semble que c'était trimestriel à l'époque et tout ça, et qui était une soirée où il y a beaucoup de dragues qui se sont lancées, et c'était toujours sur un thème que les gens suivaient, et c'est très queer, très incroyable en termes un peu de berceau de créativité. Donc moi j'en ai fait qu'une seule, la dernière, et où c'était incroyable parce qu'en fait tu sentais toute une génération de drague et de queer parisiens et parisiennes qui vivaient un truc hyper fort de c'est la dernière et c'est trop bien, et c'est trop triste mais c'est trop bien qu'on la vive ensemble. Et puis moi du coup c'est la seule que j'ai faite, mais c'était hyper chouette comme soirée, et je faisais pas du tout de drague à l'époque, mais je me souviens que j'étais allée m'acheter genre un bustier un peu corseté au sexodrome de Pigalle pour l'occasion, parce que je savais que je pourrais y trouver et ma taille et un truc un peu cool. Et donc c'était un peu genre le début de je commence à sortir looké, machin, etc. Et en fait de fil en aiguille, c'est notamment Minima, Minima, Poulette, Clémence, qui commence à me dire non mais t'as envie de t'y mettre, enfin genre t'as envie de le faire, bah fais-le. Et du coup c'est bon bah ok. Puisque c'est dit comme ça, d'accord. Je vais le faire. Enfin bon, d'accord. Mais je pense que j'avais un peu peur de me lancer parce que j'avais un peu ce truc de je commence à connaître tellement de drague que si je me lance, faut que je le fasse bien et pas du tout dans une dynamique de je vais être meilleure que les autres ou je sais pas quoi. Mais plus dans un truc de je veux être au niveau. Je veux pas les décevoir. Je veux être à leur niveau, parce que si elles me font confiance à me dire t'as envie de te lancer, c'est que tu peux le faire, c'est que tu nanana. J'ai pas envie de ressembler à une pouilleuse en sortant en drague la première fois. Et ce qui est con, hein, et je me mettais une pression toute seule, parce qu'à aucun moment c'est genre faut que tu sois belle, faut que tu sois nanana, faut que mais et du coup je pense qu'il fallait juste que j'attende un peu d'être ready, tu vois, pour le faire. Et puis il y a les dragues de la Pride pour celles qui naissent à la Pride, les dragues d'Halloween pour celles qui naissent à Halloween, et moi je suis une drague du Nouvel An. Donc ma first time in drag, c'était le 31 décembre 2019, parce que tu sais quoi, je me suis dit 2020 ça va être mon année. 2020, belle année devant nous, allons-y. Est-ce que c'est ce qu'on appelle dans le milieu avoir du pif? Ah ouais, mais the nose, the flair, the flairouse. Ah ouais, ah bah là, la Madame Irma du drag. Là, donc 2020, ton année. Mon année. Ah bah mon année chez moi. Mon année chez moi, ma belle. Je suis sortie en drague 2 fois avant le Covid, quoi. Et alors, pour ce nouvel an, t'étais comment? Et est-ce que déjà il y avait le nom d'Angelica derrière? Ouais. Ou c'était pas encore? Non, ouais. Si, ouais, il était déjà. Je pense qu'il fallait qu'il y soit déjà pour que je sois prête à sortir en drague. Je pense que ça faisait genre 4 mois qu'on avait balancé ce truc-là de Angelica Stratrice devant le fumoir du club à Châtelet à 3h du mat', tu vois. Mais ouais, donc il y avait déjà, j'avais emprunté une wig à une drague, je m'étais maquillée avec Minima,
qui me disait faut pas faire comme ça, fais comme ça, blablabla. Et qui était un peu dans le speed. Et moi, j'étais genre, en fait, je n'osais tellement pas attaquer. Pareil, cette scène absolument lunaire où t'avais du coup Gigi, le mec de Minima, qui était en train de se mettre en drague aussi, et qui reprenait genre 1000 fois un micro-détail dans son make-up, machin, nanana, et moi qui ne commençais pas. Je collais mes sourcils, mais j'aurais pu faire genre 20 couches de colle pour les coller, tellement je voulais pas passer à la suite parce que j'avais peur de ce que ça allait donner. Et puis elle se retourne vers, elle fait « Toi t'arrêtes, toi tu continues !» Je suis genre « Ok, je continue !» Donc elle a eu ce truc un peu de genre la daronade, quoi, tu vois, genre « Y a pas le time, vous avancez, bande de petits cons !» Je suis genre « Ok, bon bah j'avance !» Et puis... Et ça va, j'étais pas vilaine. Genre, quand je regarde les photos, je suis genre, oui, bon, ok, je me souviens, tu vois, genre, que je fais mon contour de bouche et tout, et que tout le monde était là, mais fais une plus grande bouche. Et je suis genre, non, c'est déjà assez grand comme ça. Et maintenant, quand je regarde, je suis genre, mais c'est quoi cette mini bouche VS aujourd'hui, où je pense que des fois, je suis genre, arrête, si ça touche le nez, c'est que la bouche est trop grande. Mais... c'est que c'est trop. C'est que c'est trop. Donc ouais, évidemment, mais je me souviens que j'avais ce sentiment incroyable de me sentir la plus fraîche de l'univers. Et ça, c'est cool quand t'as ce sentiment-là, quand tu commences. Je m'étais trouvé une petite robe qui me plaisait bien. Nanana, j'avais mes petits talons, machin et tout. Et je me rappelle envoyer une photo à ma mère et que sa réponse a été « J'ai reconnu que c'était toi parce que t'as la bague de mamie. » Et la bague que j'ai là. Mais parce que sinon, ma mère ne m'avait pas reconnue sur la photo que je lui avais envoyée. Ce qui était... en soi, plutôt bon signe. Je me dis, si ta propre mère te reconnaît pas, c'est qu'a priori, le trick est là. Normalement, c'est OK. Normalement, c'est OK. Et puis, après, c'est parti. On était sortis en soirée. C'était une kindergarten, je crois, au Petit Bain. Et puis je suis arrivée. Il y avait... je pense qu'il y avait pas grand monde à qui j'avais dit que genre, je sortirais en drague, tu vois. Et donc, il y a plein de gens... et puis, t'oublies vite que t'es en drague, en fait. Enfin moi, en tout cas, j'ai oublié vite. Oui, t'as pas la conscience d'être ouais, en c'est drague. ça. Parce que j'étais vite très à l'aise dans l'apparat que j'avais, tu vois. Donc, j'avais pas forcément conscience d'être en drague. Donc, j'allais dire bonjour aux gens que je connais, comme si de rien n'était. Et les gens, c'est bonjour. Et puis après, ils avaient ce recul, c'était putain, mais c'est toi! Mais ça y est, ça y est, c'est lancé, ça y est, let's go! Et donc, c'est vrai qu'il y a eu un truc assez galvanisant où j'avais déjà beaucoup de gens qui me connaissent. Et en ça, je reconnais que je suis assez chanceuse par rapport à des dragues qui se lancent dans le drag en connaissant personne et tout ça, là où c'est pas forcément facile de dire comment je connais des gens, comment machin, nanana. Moi, j'ai commencé le drag où, à la rigueur, en fait, ça a mis très longtemps avant que, quand je suis en drag, les gens m'appellent Angelica. Les gens continuent à m'appeler Sonia quand j'étais en drague, ce qui des fois a été un peu compliqué pour moi parce que j'étais genre non, j'ai pas fait l'effort de me maquiller pendant 4 heures pour que tu m'appelles Sonia, quoi. Mais et c'était pas grave en soi, mais c'est vrai que j'aurais préféré que ça aille jusqu'au bout du truc. Mais après, je comprends, quand tu connais des gens dans la vie out of drag avant de les connaître en drag, faut ce temps-là un peu d'adaptation, mais ouais, donc ça s'est dessiné comme ça. Et puis après, il y a eu le confinement. Et donc, on a fait des essais make-up à la maison. C'est bien, comme ça, j'ai pu faire des erreurs chez moi. Et en Zoom, avec du coup des copines drag qui me faisaient... le contour, il descend pas aussi bas dans le cou, en fait. Et quand on sera déconfiné, on fera une session sourcils où je vais te montrer comment les dessiner, parce que là, c'est des parenthèses. Et du coup, je fais, d'accord, on va refaire une petite session. On fera des sessions maquillage, pas de souci, au contraire. Est-ce que quelque chose aussi qui t'a plu dans le drag, c'est la corporalité ? Est-ce que le corps drag est quelque chose qui t'a plu, intéressé et aussi potentiellement peut-être donné un peu envie ? Ouais, de ouf. Je pense pas l'avoir ressenti avant de commencer le drag, mais à partir du moment où j'étais en drag, je me suis rendu compte... quand t'es en drag, tout le monde te regarde. Que tu sois dans le métro, dans la rue, dans une salle de spectacle, dans un bar, peu importe où t'es, les regards, ils se tournent vers toi. Et je pense que c'est un truc qu'ont toutes les dragues et tous les drags, que tu sois king, queen, whatever. Et du coup, pour la première fois, je me suis dit, ah putain, être une personne grosse n'est plus un défaut / handicap au regard de la société. Et au contraire, là, plus je vais prendre de place, plus on va me remarquer et les gens attendent de moi qu'on me regarde. Qu'on me remarque, pardon.
Et du coup, ça a été vachement libérateur, ce côté-là de putain, mais je peux prendre de la place. Et là où, à l'inverse, même encore aujourd'hui, je me rends compte, mais si je suis dans le métro, t'es toujours gêné de prendre un peu trop de place, même si j'essaie de conscientiser de ne pas le faire, mais où on te fait remarquer que tu prends trop de place parce qu'on te demande de te décaler et machin, et nanana, et du coup, t'as que un cul qui est sur. Que la moitié du cul qui est sur le siège, nanana, etc. Là, en drague, t'es genre, en fait, si j'ai pas la place pour passer. Moi, quand je suis en drague, je n'hésite pas à dire à la personne, j'ai un gros cul, laisse-moi passer. Parce que out of drag, je laisserai pas Sonia dire ça, en fait. Genre, ça va pas ou quoi. Et donc, ouais, en ça, il y a vachement une réappropriation du corps et de dire... Et puis même, au-delà du corps et du corps gros, de la féminité de façon générale, parce qu'en fait, moi, j'adore être habillée plutôt court, en drague et en décolleté, etc. Parce que je pense que c'est un peu aussi une revanche de l'environnement hostile qu'est la rue quand t'es une femme, parce que je sais très bien l'été que dès que je mets un débardeur, dès que je mets un truc un peu trop plongeant ou un peu trop court, je fais pas 200 mètres sans me prendre une remarque, puisque de toute façon, même quand je suis en schlag le dimanche matin en train de promener mon chien, je me prends déjà des remarques dans la rue. Et donc du coup, en drague, il y a un peu cette revanche-là aussi de je peux me réapproprier et réincarner une féminité que le monde urbain me laisse pas avoir de façon générale, quoi. C'est un complexe, le fait d'être grosse? Oui. Parce que... Oui. Je l'ai pas... Je pense que je l'ai moins subi que certaines personnes quand je vois genre certains récits de personnes grosses, des récits d'enfance, de trucs et tout ça absolument abominables. Mais quand je détricote ça, en fait, je pense que j'ai eu un environnement familial extrêmement bienveillant avec des parents qui ont été gros à un moment donné de leur vie. Et un environnement dans la famille où c'est ok, où il n'y avait pas de remarques, tu vois, genre il n'y avait pas de truc de ah tu te resserres, ah tu machin, non. Donc j'ai été épargnée sur ce côté-là. Après il y a le monde extérieur, quoi. Moi quand j'étais enfant, quand j'étais en primaire, j'avais les oreilles très décollées et je me suis fait opérer pour ça, pour les recoller. C'est ma chirurgie esthétique de l'enfance. Waouh. Ma première chirurgie. T'es une housewife, toi. Ouais, exactement. Sans la thune, mais pareil. T'es une tour Angela Housewives. Exactement. Mais du coup, avant que je me fasse opérer, on m'appelait Dumbo, tu vois. Parce qu'on me disait, oui. c'est fou. Parce qu'on me disait, t'es un peu un éléphant, t'as des grandes oreilles, tu vas t'envoler. Et ça, tu le conscientises pas sur le coup, mais des années après, tu vois, là, je vais avoir 32 ans cette année, et je le raconte encore, alors que c'était il y a 25 ans, quoi. Mm-hmm. Et donc, du coup, c'est ces trucs-là, forcément, qui marquent. Et puis après, c'est les trucs du quotidien, plus de quand t'es ado et que tes copines, elles disent, viens, on va faire les magasins samedi. En fait, t'es là... non, j'ai pas envie de venir, ou alors oui, je viens avec vous, mais en fait, il n'y a pas un seul magasin où tu vas trouver ta taille parce que déjà, du coup, tes potes s'en rendent pas compte, mais t'embarques que dans des magasins qui vont s'arrêter au mieux au L. Et je me revois avec une copine de lycée être chez Bershka et à essayer des t-shirts High School Musical et à ce qu'on doive, mais limite, arracher le t-shirt pour qu'elle arrive à me l'enlever parce qu'on avait genre forcé pour que je passe le t-shirt et qu'on fasse une photo dans la cabine et qu'en fait, j'arrive pas à l'enlever et qu'on tourne le t-shirt à moitié craqué, tu vois. Et où si tu rigoles sur le coup, dans le fond, c'est un peu humiliant quand même, tu vois, de te retrouver dans des situations comme ça. Donc j'en ai pas forcément souffert énormément au quotidien, mais j'ai déjà eu évidemment des expériences pas cool, quoi, de rentrer dans un H&M, je me souviens avec ma mère, et où la vendeuse vient nous voir alors qu'on lui a pas demandé, en nous disant il y a pas votre taille ici, tu vois, genre que faites-vous ici, en fait? Quelle horreur. Et où t'es genre, bitch, je suis peut-être venue acheter un cadeau, t'en sais rien. Et puis genre, pourquoi tu me dis ça? Et donc, ouais, des expériences de rejet comme ça, t'en as forcément. Et puis dans le milieu médical, où on va te demander d'aller te peser en premier avant de te demander pourquoi t'es là, des choses comme ça, tu vois, la médecine du travail, ce genre de truc. Et où, du coup, t'es genre... au secours, quoi. Et donc, à un moment donné, dans le drag, je me suis rendu compte que cette dimension-là existait pas, ou moins, en tout cas, parce que c'est pas le monde des bisounours non plus, mais en tout cas, je sais que moi, je suis entourée d'un environnement qui fait que j'ai pas ces problématiques-là et pas ce genre de choses-là, mais ouais, c'est sûr que le drag, moi, c'était vachement libérateur dans l'acceptation du corps et dans l'affirmation, en fait, surtout. Ouais, ça t'a aidé, ça t'a fait du bien. Ah ouais, de ouf. De ouf. Et à l'inverse, là où, tu vois, je suis
extra féminine dans mon drag. Je me rends compte que dans la vie civile, aujourd'hui, je le suis parfois moins, mais parce que je me laisse la liberté de l'être moins aussi et de plus avoir besoin de correspondre aux standards de beauté que la société veut nous imposer en tant que femme, machin et tout ça. Et quand je revois des photos de moi, il y a... tu sais, genre, il y a 10 ans, quand je commençais à travailler dans la boîte où j'étais, je suis genre, ah oui, j'y allais en petite jupe avec, genre, des petites ballerines à talons, et puis, ouais, des ballerines, le B-word. Waouh. Et où je suis genre, my God, mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Ah oui, la queerness a fait son entrée dans la vie. Et heureusement, mais ça m'a libérée de ce truc-là. Et je suis genre, oui, ok, et je rejette pas du tout l'image que je pouvais avoir avant, mais je suis genre, putain, heureusement que j'ai réussi à sortir de ces carcans-là, parce qu'en fait, je me rends compte qu'ils me correspondaient pas à qui je suis vraiment, quoi. Angelica, elle ressemble à quoi? Angelica, elle est très grande. Parce que Sonia est assez grande déjà de base. Donc moi, je pense que je vais faire 1m76 dans la vie à plat. Donc en talons plus en hauteur de perruque, je pense que j'avoisine les 2 mètres du coup. Ouais, je pense que je vais faire entre 1m90 et 2 mètres. Et donc du coup, je suis haute et je suis large. Donc du coup... That's huge. Ouais, c'est ça, je suis huge. On me voit. J'ai une grande bouche et des grands yeux. J'ai généralement un décolleté très plongeant et opulent. Opulence, you own everything. C'est comme ça qu'on appelle mon décolleté dans le milieu. Et je suis quelqu'un de très tatoué, en tout cas depuis quelques années. Et du coup, ça fait aussi partie forcément de mon drag, parce que ça se voit quand je suis en drag. Parce que moins j'ai de tissu, plus on voit mes tatous. Et puis, là où dans la vie civile, je suis beaucoup habillée en noir et blanc, en drag, je suis plutôt beaucoup en couleur. Ouais, voilà, je me sens un bon descriptif. Angelica, sur scène, elle raconte quoi? Elle a envie de raconter des histoires. Moi, j'aime bien... Moi, les perfs qui me parlent le plus, généralement, c'est quand il y a un début, un milieu, une fin, quoi. C'est une petite BD, c'est une petite histoire courte et il y a une intro, un développement, une conclusion, quoi, grosso modo. J'aime bien faire passer des messages et sans être en train de dire je brande des pancartes au sens propre comme au sens figuré et on écrit clairement des messages de bouh, ça c'est pas bien, bouh, ça c'est bien, mais juste en fait transmettre une émotion. Moi, je me dis que si quand je perf, que ce soit du rire, de la joie, de la tristesse ou même du dégoût, si les gens n'ont pas ressenti de tout ça, si la seule émotion qu'ils ont ressentie c'est de l'ennui, bah c'est que je me suis loupée. mais ouais. Et après, dans le drag, le cœur de ce que je fais aujourd'hui, en tout cas, c'est pas forcément de la perf non plus. Je fais beaucoup plus d'animation derrière un micro entre bingo, blind test, pub quiz et ce genre de choses, parce que j'adore ça. Mais j'adore perf aussi. Je me rends compte que plus je perf, plus j'ai envie de perf et plus j'ai envie d'utiliser ce moyen d'expression autrement. Mais en fait, dans le drag, ce que j'aime, c'est les gens. Alors que dans la vie, c'est un peu ce que j'aime pas parfois. Mais dans le drag, ce que j'aime, c'est aller chercher les gens, en fait. Et donc, aller les chercher avec un micro, c'est trop bien parce que c'est là où tu arrives à les capter. Aller les chercher avec une perf, c'est trop bien parce que tu les captes aussi différemment et tout ça. Et puis, quand tu rejoins les deux en même temps, mais là, c'est le climax du truc, quoi. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Ouais. Y a un petit truc dont on n'a pas parlé, mais qui pourrait être aussi une recommandation. Toi, tu n'es pas rubis sur l'ongle, tu es juste l'ongle. Je suis l'ongle de rubis sur l'ongle. Maintenant, moi, ma vie professionnelle, elle est que je suis entrepreneuse, comme on dit. Et donc, j'entreprends quoi ? J'entreprends le drag et les ongles. Je suis prothésiste ongulaire de formation. Je me suis formée à la suite de mon burn-out. Et aujourd'hui, c'est mes deux métiers. Donc, je fais les ongles majoritairement de la commu. Et ça, c'est cool, que ce soit les drags ou juste les queers de façon générale. Et j'officie sous l'Instagram sonails.paris. C'est vrai que là, tu as des beaux ongles lesbiens. C'est ça. Et aux couleurs du drapeau lesbien et lesbien de par le fait que j'en ai 2 qui sont plus courts.
Ça m'a pas fait le lien. Pas du tout. Non, parce que, enfin, Pas une seconde. dans le milieu lesbien, c'est ça qu'on appelle des ongles de lesbienne. C'est le fait d'avoir 2 ongles plus courts à des fins de praticité. 2 petites boîtes sous le lit. C'est ça, en pré-cambriolage. Donc du coup, si on veut des ongles, des beaux ongles, Ouais. So Nice, et réellement c'est très très beau. Là j'ai vu qu'en plus t'en as préparé là, là-bas des traits Pride, Ouais. très jolis. C'est pas du tout de la pub dissimulée, c'est juste très beau ce que fait Sonia, donc vraiment n'hésitez pas. Alors je t'en ai pas reparlé, mais j'imagine que comme tu connais le podcast par cœur, tu as réfléchi à des recommandations. Bien sûr, j'ai même des notes sur mon téléphone Wow. que je vais ressortir. Ouais. Mais j'étais chef de projet, moi, l'anticipation, c'est ce qui me caractérise. Alors, je vais recommander déjà mes amis tatoueurs et tatoueuses, parce que c'est eux qui subliment mon corps de déesse. Donc en premier lieu, Gigi Tattoos, Loïc Maury et Neko Marion, qui tous les 3 officient chez Maison Kuma. Donc allez voir leur travail, c'est formidable. Je recommande la série Le cœur a ses raisons. C'est très drôle comme recommandation. Qui est à 100% sur YouTube. Il y a même une playlist incroyable qui met les épisodes dans l'ordre. Et à la fin, il y a 1h20 ou 1h40 de bêtisier. Et finalement, c'est le mieux. Le cœur a sa raison, c'est une série québécoise Avec Anne Dorval. Avec Anne Dorval et Marc Labrèche. Absolument. Qui parodie les feux de l'amour. Ouais, les feux de l'amour. Ouais. C'est Et très très drôle. C'est merveilleux. C'est absurde. Mon- Le petit Doug Doug. Le petit Doug Doug. Je pense que l'essence de mon drag, finalement, repose un peu sur le cœur à ses raisons. Non. C'est Rose qui imite très bien Anne Ouais. Dorval. Ouais. Ouais. Moi, je sais pas l'imiter, donc je le fais pas. Mais je le lip-sync avec grand plaisir. Un autre podcast que j'ai écouté récemment... Non, on ne conseille pas d'autres podcasts, ça va pas. Non, mais c'était sur un autre sujet. Ah, ok. Non, j'ai pas de conseil d'autres podcasts drag, ça va pas ou quoi. Non, c'était un podcast de France Culture, enfin une série de podcasts de France Culture, un podcast qui s'appelle La série des documentaires, Ouais, LSD. Et il y a eu en 4 volets d'épisodes sur c'est quoi PD, c'est quoi être PD, Hyper intéressant. par Camille Desombres. Que j'aime beaucoup au demeurant, et c'était extrêmement intéressant. J'ai appris 1 million de trucs. C'est expliqué avec une pédagogie aussi incroyable, donc ça c'est trop cool. C'est disponible sur toutes les C'est plateformes de disponible sur toutes les podcast, plateformes. c'est super. Je recommande aussi le compte Instagram alors j'ai peur d'écorcher son nom de famille parce que j'ai jamais prononcé son nom de famille en soi, de David Venkatapen peut-être, qui est un créateur de contenu mannequin absolument incroyable, et qui est lui-même une personne grosse et que je respecte énormément pour son travail, sa beauté et son humanité, parce que c'est vraiment un amour. Enfin, j'ai le plaisir de lui faire les ongles assez souvent, et c'est vraiment quelqu'un de très chouette. Et puis je suis obligée de parler de ma comédie musicale préférée de l'univers, qui est Starmania, et parce que Starmania c'est génial, il faut aller voir Starmania. J'espère qu'ils vont revenir à Paris. Dans Starmania, il y a celui qui joue Ziggy, qui s'appelle Adrien Fruit, et que j'aime beaucoup. Il ne me connaît pas, mais peut-être qu'après ça, il me connaîtra, on sait jamais. Hein. Bah, coucou Adrien. Coucou Adrien Fruit. Il a sorti un single il y a pas longtemps qui s'appelle J'ai tué Cupidon, et qui parle de genre ouh, l'amour c'est nul. Ouh. Mais du coup il est très très bien. Et puis après bravo les lesbiennes. Alors bravo Barbara Butch. Je pense qu'il n'y a pas un seul jour de ma vie où je dirais pas bravo Barbara Butch. Et bravo Romy aussi, qui est une chanteuse lesbienne absolument incroyable et qui mixe aussi par ailleurs. Et voilà, et ça fait beaucoup de recommandations déjà. Ouais, c'est pas mal, mais t'as été plutôt concise, même s'il y en avait quand même beaucoup. Ouais. Et bah, qu'est-ce qu'on dit? On dit bravo les lesbiennes. On dit bravo les lesbiennes, on dit bravo Bip, Bravo Bip, Bravo les dragues. bravo Angélica Castratrice. bravo tout ça. Damas qui fait la sieste. Ouais, Damas. Et un moment où tu l'as réveillée, genre en disant lesbienne très fort, et vraiment, elle a fait comme mais ça. elle est lesbienne, donc je pense que c'est un peu... Bah regarde, Ouais, tu vois, elle se regarde, réveille à lesbienne, nouveau. ça la réveille. Est-ce que t'es lesbienne, mon amour? Non, toi, tu t'en fous, Toi, t'es A, toi. Ouais. Toi, t'es I. Non, elle est le A de Abribus. Oh mon Dieu. LGBT Abribus. Eh bien, merci beaucoup, Angélica Castratrice, et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Quinterview. En attendant le prochain, on like, on s'abonne, on fait tout ce que je veux. Parce que j'aimerais bien. Devoirs. Ouais, on fait ses devoirs, on soutient la commu.
Ça va pas du tout. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine Quinterview. Avec plaisir. Bye bye. Bye. Bisous. Allez, on vous embrasse. Salut. Bisous. Attends, non, je peux le faire, Vas-y. tu sais, en la foire du trône. La Quinterview. On y va. Allez. La Quinterview. Maman. Ça, c'était Crazy Frog, tu te rends compte? Ah, Damas, c'est pas du tout, valide pas du tout, là. Cette Quinterview-là. Ah ouais. Ah non, pas du tout. Genre, maman, je te juge, en fait. Maman, tu veux un gâteau? Eh ben, on coupe. C'est ça. Eh ben, on coupe. Bisous.